Depuis bientôt 150 ans, l'ICP est au cœur du savoir. Histoire, sciences politiques, économie, philosophie, religion. Merci de t'installer. Ils font avancer la recherche et transmettent leurs connaissances aux étudiants. Aujourd'hui, nos enseignants-chercheurs décryptent pour vous les sujets qui font la une. Donc la question sous la... Bienvenue dans Au cœur du savoir. Au cœur du savoir. Le podcast de l'ICP. Dans cet épisode, on vous emmène dans le département économie de l'université. Nous allons parler d'un terme que tout le monde a déjà entendu, l'économie sociale et solidaire. Mais qu'est-ce que c'est au juste ? Comment peut-on se revendiquer de l'économie sociale et solidaire ? Que propose ce modèle économique et quelles sont ses réalisations concrètes ? Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de notre enseignante spécialiste du sujet. Je suis Elena Lassida, je suis professeure d'économie à l'Institut catholique de Paris. Plus particulièrement, je suis responsable du parcours économie solidaire et innovation sociale. L'économie sociale et solidaire, aussi connue sous le terme d'ESS, est un pan bien particulier de l'économie. La grande différence par rapport à l'économie classique, c'est que le premier critère, c'est l'utilité sociale, plutôt que la rentabilité financière. Et quand on parle d'économie sociale et solidaire à Elena Lassida, son regard s'illumine, car pour elle, on parle d'une économie qui est au service du bien commun et non pas uniquement du bien privé. Une économie qui est fondée sur des relations de coopération et pas uniquement sur des relations de concurrence. D'une économie qui crée de la richesse relationnelle et pas uniquement de la richesse monétaire ou de la richesse matérielle. Mais pour bien savoir de quoi il s'agit, commençons par un bref rappel historique. L'économie sociale, tout d'abord, apparaît au XIXe siècle. L'Europe est en pleine révolution industrielle. Les inégalités sont très fortes entre les propriétaires du capital et les ouvriers. Les tout premiers socialistes et d'autres penseurs issus du christianisme social vont alors réfléchir à une nouvelle économie. Une économie qui serait au service des personnes et de la société, plutôt qu'à celui du capital et de quelques privilégiés. C'est à cette époque que naissent donc les coopératives, les mutuelles et les associations. L'économie solidaire est quant à elle un concept plus contemporain. Celui-ci apparaît dans les années 70, dans le sillage du mouvement altermondialiste. L'économie solidaire ne se focalise pas uniquement sur les inégalités économiques, mais aussi sur les fractures générationnelles, territoriales, culturelles ou encore numériques. L'économie sociale et l'économie solidaire sont donc deux familles cousines, et c'est une loi qui va les réunir autour d'un seul et même ensemble. Voici le résultat du scrutin. Nous sommes le 31 juillet 2014. L'Assemblée nationale vote alors une loi portée par le ministre délégué à l'économie sociale et solidaire de l'époque, Benoît Hamon. Une loi qui va enfin doter l'économie sociale et solidaire d'un cadre juridique bien précis. Et tout d'abord, en définissant concrètement ce qu'est l'utilité sociale. L'utilité sociale, telle qu'elle est définie par la loi, concerne 3 niveaux différents. D'une part, il y a la réponse à tout ce que sont les besoins des personnes, par exemple d'alimentation, de logement, de revenus, de travail. Le deuxième niveau de l'utilité sociale, c'est les besoins sociétaux, c'est-à-dire tout ce qui concerne la cohésion sociale, la solidarité territoriale, également la solidarité internationale, donc tout ce qui relève du lien social. Et puis le troisième niveau, qui concerne l'utilité sociale, c'est tout ce qui est en lien avec le développement durable, donc par exemple favoriser le développement des énergies renouvelables, le recyclage, l'agriculture bio, etc. La loi cadre de 2014 permet également de définir les modes de gestion des entreprises de l'économie sociale et solidaire, démocratique ou participatif. Une forme de gestion très collective, particulièrement présente au sein des coopératives, des mutuelles et des associations, les 3 acteurs historiques de l'ESS. Tous les membres prennent part aux décisions, peu importe leur contribution au capital. Objectif, développer une sorte de richesse relationnelle. Ce qu'on va mesurer, c'est la qualité des relations
plutôt que la richesse créée en termes monétaires ou en termes matériels. Quand on dit richesse relationnelle, ça veut dire par exemple qu'on va privilégier les relations de coopération plutôt par exemple que les relations de concurrence. Mais il ne suffit pas de se revendiquer de l'ESS pour en faire partie. Encore faut-il répondre aux critères définis par l'État et bénéficier d'une certification appelée ESSUS pour entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un agrément qui encadre les pratiques des structures. Il s'assure par exemple que le salaire le plus important ne soit pas plus de 7 fois plus élevé que le plus bas. Autre critère, l'entreprise ne doit pas être cotée en bourse bien sûr. Mais alors, quelles sont les applications concrètes de l'économie sociale et solidaire ? Les exemples sont nombreux. Vous connaissez forcément le commerce équitable qui permet aux petits producteurs du Sud d'accéder au marché du Nord en réduisant les intermédiaires et en leur assurant un prix juste. Et bien petit à petit, ce commerce équitable s'élargit au commerce Nord-Nord, au bénéfice des petits producteurs du Nord. Il y a aussi les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Elles rapprochent les producteurs locaux et les consommateurs. Autre application concrète, les monnaies locales. On en compte plus de 80 en France. Il y a par exemple la pêche à Montreuil en région parisienne. La pêche peut être utilisée uniquement dans les commerces de la ville pour acheter des produits fabriqués localement. Les monnaies locales sont en général émises et distribuées par les mairies en échange d'euros, mais elles peuvent aussi être distribuées à des personnes aux faibles ressources. Et puis sachez qu'au niveau international, on recense une vingtaine de pays ayant promulgué une loi sur l'ESS, souvent inspirée des pratiques des pays du Sud. Les monnaies locales complémentaires, par exemple, se sont inspirées des clubs des trocs qui s'étaient développés en Argentine lors de la crise économique de 2001. Et ces clubs des trocs, en fait, pour pouvoir généraliser le troc, ont créé des monnaies. Un autre exemple, les tontines en Afrique, qui ont inspiré ensuite le développement du microcrédit. Donc, vous voyez, on a des pratiques de l'économie solidaire très informelles dans les pays du Sud, mais qui ont ensuite inspiré des pratiques beaucoup plus formelles dans les pays du Nord. Et puis une petite dernière chose, attention à ne pas confondre le concept d'économie sociale et solidaire avec la notion de responsabilité sociale des entreprises, la fameuse RSE. Ce sont deux choses bien différentes. Dans la RSE, c'est l'entreprise qui s'adapte aux contraintes environnementales et sociales. Pour l'économie sociale et solidaire, au contraire, les dimensions environnementales et sociales sont au cœur même de l'activité économique. Pour résumer, la RSE vise à rendre les entreprises responsables de leur impact à l'intérieur du système déjà existant, tandis que l'ESS a pour objectif de transformer la société. L'économie sociale et solidaire est donc une économie alternative. Ou se demander si cette économie n'est pas une économie un peu utopique. Mais cette économie existe déjà. Ça montre que c'est possible de faire autrement. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est beaucoup au niveau local. Si on a été capable de l'inventer au niveau local, pourquoi on ne va pas être capable de l'inventer au niveau plus général ? Pour en savoir plus et pourquoi pas vous impliquer, sachez que chaque année en novembre, il y a le mois de l'économie sociale et solidaire. L'occasion de découvrir les acteurs qui font l'ESS près de chez vous. Ce podcast a été conçu et écrit par la direction de la communication de l'ICP. Réalisation et voix off, Rémi Perrault. Enchanté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Au cœur du savoir. Au cœur du savoir. À la rencontre des enseignants-chercheurs de l'Institut catholique de Paris.